Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 10 janvier, dont voici les principaux titres. 48 heures après les élections législatives au Bénin, le pays est toujours dans l'attente des résultats officiels de la Sénat, alors que les organisations de la société civile ont déjà rendu leurs observations. Au Gabon, la première ministre Oussaka Raponda a été nommée hier par le président Bongo vice-présidente de la République. Elle laisse par conséquent son poste à un fidèle du chef de l'État, Alain-Claude Bilibizé. Et nous reviendrons également au cours de cette édition sur le massacre de Nouna au Burkina Faso qui avait coûté la vie à 28 personnes. Le massacre de trop pour la population qui a décidé de s'organiser pour mettre un terme aux représailles entre communautés. On débute donc cette édition avec les législatives au Bénin qui se sont déroulées ce dimanche. Si la Sénat n'a pas encore annoncé les résultats, les organisations de la société civile qui ont déployé plus de 700 observateurs dans les bureaux de vote dimanche ont déjà donné quelques chiffres. Soukaina Skali. 48 heures après la clôture des bureaux de vote, l'heure est aux premières tendances au Bénin. Dimanche, les électeurs du pays se sont réunis pour élire les 109 députés de la future Assemblée nationale. Contrairement aux dernières élections, cette fois, 3 des 7 partis étaient de l'opposition. Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Si la Commission électorale nationale autonome n'a pas encore révélé les résultats définitifs, ni même le taux de participation, la société civile, elle, rend son bilan. Selon elle, 45% des électeurs attendus se sont déplacés dans les urnes. Ici à Omé, au lendemain des votes, tout le monde s'est rendu au service. Tout est calme, on attend que les résultats. Les organisations de la société civile demandent aussi à toutes les parties prenantes de maintenir un climat apaisé pendant la période post-électorale et à la Sénat de proclamer les résultats provisoires dans des délais raisonnables. La ville s'est réveillée comme d'habitude. C'était hier une fête et je pense que c'est le peuple béninois qui a tout simplement gagné. La CEDEAO, qui a déployé 40 observateurs, a également rendu ses conclusions. Elle salue globalement la bonne organisation du scrutin et appelle à la proclamation des résultats dans les meilleurs délais pour lever toute suspicion. En République démocratique du Congo, près de 20 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo dans plusieurs villages d'Ituri, une province située au nord-est du pays. Une attaque qui serait une réponse à la mort d'un enseignant tué dimanche matin par des miliciens du groupe Zahir. Lors de cette tuerie, plusieurs maisons ont été pillées et incendiées, ce qui a provoqué une nouvelle fois un déplacement massif de populations paniquées. Au Gabon, le poste de vice-président de la République qui était vacant depuis mai 2019 va être occupé par Rose Christiane Oussaka Raponda, l'ex-première ministre. Nommée lundi par le président Bongo, elle laisse sa place de chef du gouvernement à Alain-Claude Bilibizé, un fidèle du chef de l'État. Mathieu Nicolas. Au Gabon, l'heure est au remaniement. Lundi dans la soirée, le chef de l'État gabonais Ali Bongo a choisi comme nouveau Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé. Ce fidèle du président remplace Rose Christiane Oussaka Raponda, nommée de son côté vice-présidente de la République. Dans la foulée de sa nomination, le nouveau Premier ministre n'a pas perdu de temps. Il a déjà formé son gouvernement qui compte 7 membres de plus que sa prédécesseur. Ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame Denise Mekame Edizi, épouse Tati. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata. Ministre d'État, ministre de la Consommation et de la lutte contre la vie chère, Monsieur René Desmaisons-Obiang. La nomination à la tête du gouvernement d'Alain-Claude Bilibinzé n'est pas anodine. Il est un poids lourd de la politique gabonaise et a déjà occupé plusieurs postes ministériels comme celui de vice-premier ministre et celui de ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Sa nomination survient 8 mois avant les élections présidentielles et législatives.
Scrutin où le président actuel Ali Bongo est largement pressenti pour être le candidat en 2023 du tout-puissant Parti démocratique gabonais. Pour nous, le distinct comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Les spécialistes estiment qu'Alain-Claude Billy-Binzé a formé un nouveau gouvernement pour resserrer les rangs autour d'Ali Bongo s'il se présente à un troisième mandat, face à une opposition qui appelle à l'union pour mettre fin à plus de 55 ans de dynastie Bongo. Au Rwanda, le président Kagame, lors de son discours hier devant les parlementaires, a annoncé que le Rwanda ne pouvait pas continuer d'accueillir des réfugiés congolais en étant insultés par le gouvernement congolais. On écoute. Il y a un type de réfugié que je pense que nous n'allons pas accepter. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés pour lesquels plus tard nous sommes tenus responsables d'une manière ou d'une autre, ou même maltraités. Des réfugiés à la suite d'un nettoyage ethnique basé dans un autre pays. Et nous devons être le dépotoir de ceux privés de leurs droits. Souvenez-vous, au Burkina Faso, durant la nuit du 30 au 31 décembre, 28 civils avaient été tués lors de représailles suite à l'attaque terroriste dans la ville de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans le nord-ouest du pays. Pour la population, ces actions meurtrières ne sont plus soutenables, d'autant qu'elles redoutent un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par la violence djihadiste depuis 2015. Eden Maebla. Au lendemain du massacre survenu les 30 et 31 décembre 2022 dans la ville de Nouna, faisant état de 28 morts, dont des enfants, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, notamment les ressortissants de la Kossi à Bobo-Dioulasso, ont tiré la sonnette d'alarme. Ils veulent nous rendre plus faibles. On a l'impression même qu'ils sont en tandem. Ils vont créer des problèmes entre nous, entre tous les Burkinabés. Et à un moment donné, le terrain est fertile pour entrer. Parce que quelqu'un qui est assis chez lui, on vient, on attrape son père, on tue. On attrape son frère, on tue. Sa sœur fuit. Il ne sait pas où aller. Mais il va aller de l'autre côté. Il va se réfugier. Et c'est ces gens-là, quand tu te réfugies là-bas, on te dit, bon voilà, prends l'arme là, viens. Est-ce que c'est ça la solution? Je ne pense pas. Faisons extrêmement attention à ce que nous faisons. Cette nouvelle tuerie a endeuillé une fois encore la population burkinabé qui exige que la lumière soit faite sur ces violences inacceptables. Des zones qui étaient jusque-là épargnées, des villages qui étaient jusque-là épargnés font l'objet d'attaques terroristes. Donc vous comprenez un peu que je ne peux que m'inquiéter justement de la tournure que les événements prennent. C'est vraiment déplorable et nous demandons d'abord justice et que les autorités vraiment prennent le cas au sérieux pour que ce soit la dernière bavure due soit à nos FDS, soit à nos VDP. Et ce n'est pas la première, mais je pense que ça doit être la dernière. Ce drame survenu à la veille du Nouvel An fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par la violence terroriste depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette situation. Comment? On peut analyser ça aussi. D'où nous venons? Est-ce que depuis que le dieu argent est rentré dedans, tous les Burkinabés ont à manger, à boire? Ça aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est veiller à ce que tous les Burkinabés se mettent ensemble pour se battre contre ceux qui nous attaquent. Éviter qu'entre nous, on se met à se bagarrer alors que l'ennemi, lui, il est là, il n'attend que ça. Il faut aussi ramener cette cohésion sociale et cette confiance au sein de la population à travers justement les actes que les autorités eux-mêmes posent de jour en jour. Et je pense que la première des choses à faire d'abord, il faut dire la vérité au peuple burkinabé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut éviter de dire des choses pour juste intéresser l'opinion nationale et les faire perdre du temps en n'écoutant que de beaux mots.
Au Kenya, 5 suspects comparaissent devant un tribunal pour la mort d'Edwin Chiloba, un militant LGBTQ de premier plan. Il avait été retrouvé dans une malle sur le bas-côté de la route dans la vallée du Rift. Selon une source policière, la victime a été étranglée après avoir été torturée. Pour la famille qui souhaite que l'affaire soit résolue au plus vite afin qu'il puisse reposer en paix, Edwin était un jeune homme sans problème. On écoute la sœur de la victime. C'était une personne calme qui n'avait jamais de problème avec les gens. Et je suis sûre qu'il n'a jamais fait de tort à ses tueurs, car il n'a jamais fait de tort à personne dans toute sa vie. Je lui dis seulement au revoir et lui demande de reposer en paix. Nous t'avons aimé, mais ton ennemi t'a détruit. Mais Dieu nous aidera à traverser cette épreuve. En République centrafricaine, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, mise en place en 2017, poursuit tant bien que mal ses activités à travers une lutte sans merci contre l'impunité et pour le respect des droits humains. Dans son tout premier rapport annuel qu'elle vient de présenter, en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, la CVJRR a sollicité un appui consistant de la part de ses partenaires impliqués en vue d'atteindre les objectifs qu'elle-même s'est fixés. Roland Jean-Paul Chibinda. C'est le numéro 1 centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a présidé la cérémonie de présentation du rapport annuel de la commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation qu'il a lui-même initié, ceci en présence des différentes personnalités et partenaires impliqués dans les activités de lutte contre l'impunité et pour les droits humains. À l'instar de la Cour pénale spéciale, la CVJRR, mécanisme de justice transitionnelle, est un élément clé pour le retour progressif à la paix dans notre pays. Le président centrafricain est tout à fait conscient des difficultés rencontrées par la CVJRR et souhaite à divers niveaux des appuis multiformes pour l'accompagner dans ses activités. Je tiens fermement à la réussite de la mission confiée à la CVJRR. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour que des moyens conséquents soient réunis afin d'aider cette commission à poursuivre son opérationnalisation et par là à réussir sa mission. Signalons que ce rapport annuel fait partie des responsabilités affectées aux 11 membres du bureau de la CVJRR, dont 5 dames. Un sentiment de satisfaction, surtout que dans son discours de clôture, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, afin qu'il puisse demander à tous les départements concernés de nous donner les moyens de notre travail pour qu'on soit plus opérationnel. Malgré les difficultés rencontrées, l'équipe du bureau de la CVJRR se dit engagée à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Nous avons mis en place des unités spécialisées. Et parmi ces unités spécialisées, il y a le genre, l'enfant, les déplacés, les retournés, les réfugiés, etc. Ça fait partie de nos perspectives, c'est de lancer la campagne pour que les victimes et même les bourreaux puissent venir se faire entendre par la CVJRR. C'est une étape que nous allons certainement, si on a les moyens, de le faire l'année prochaine. Signalons que le mandat des 11 commissaires de la CVJRR est de 4 ans, avec une possibilité de prolongation de 2 années supplémentaires. Le président Lula qui est invité aux États-Unis pendant que Bolsonaro y est hospitalisé. Au Royaume-Uni, l'échec d'une mission spatiale historique et le Pakistan qui obtient plus de 9 milliards de dollars pour se reconstruire. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. Alors que le président brésilien Lula est invité à Washington, Jair Bolsonaro annonce son hospitalisation aux États-Unis. Ces 2 annonces interviennent au lendemain des invasions et des saccages de 3 lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia.
le président américain Joe Biden a invité son homologue brésilien Lula à Washington début février et a exprimé le soutien sans faille des États-Unis à la démocratie brésilienne et à l'expression de la libre volonté du peuple brésilien. Le président en exercice brésilien ainsi que les chefs du Congrès et de la Cour suprême ont affirmé avec force le besoin de démocratie au Brésil. Au même moment, l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, confirmait être hospitalisé à Orlando, en Floride, pour un problème intestinal. Il s'était envolé pour les États-Unis 2 jours avant l'investiture de Lula. Au Royaume-Uni, une tentative de lancement de la première fusée en orbite a échoué ce mardi en raison d'une anomalie alors qu'elle approchait du but. Le Boeing 747 nommé Cosmic Girl, qui transportait la fusée, a décollé d'une base de lancement située en Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre et s'est ensuite détaché de l'avion et s'est allumé comme prévu à une altitude de 35 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique au sud de l'Irlande. Mais une anomalie l'a empêché d'atteindre l'orbite voulue. La nature de cette anomalie n'a pas été précisée par les scientifiques. L'appareil est finalement revenu à la base de lancement. Le Pakistan a obtenu lundi plus de 9 milliards de dollars de promesses d'aide internationale pour se reconstruire après les inondations dévastatrices de l'année dernière. En juillet, le pays a été dévasté par des inondations massives qui ont fait 1700 morts et affecté plus de 33 millions de personnes. Pour accompagner le Pakistan dans sa reconstruction, la France a promis 360 millions d'euros de projets et 10 millions supplémentaires pour l'aide d'urgence. Les États-Unis et la Chine ont promis à leur tour 100 millions de dollars supplémentaires et le groupe de la Banque islamique de développement 4 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Devant les risques de détournement, l'ONU et le Pakistan ont promis des mécanismes de surveillance et d'évaluation de l'usage des fonds. Un groupe international de soutien accompagnera la mise en œuvre de la manne internationale. En France, c'est ce soir qu'Elisabeth Borne va présenter le très sensible projet de réforme des retraites du gouvernement et autant dire que la tension est vive côté syndicat. Surtout après les premières informations dévoilées par la presse qui annoncent que le gouvernement pencherait pour un report de l'âge légal de départ à 64 ans. Une décision qui ne passe pas auprès des partenaires sociaux qui ont déjà annoncé une mobilisation sans précédent. Souhila Sbahi. C'est aujourd'hui en fin de journée qu'Elisabeth Borne lèvera officiellement le voile sur le projet de réforme des retraites, même si ces derniers jours, certains arbitrages comme l'âge légal ont déjà fuité dans la presse. Ce serait finalement 64 ans et non plus 65 ans. Un report inacceptable pour les partenaires sociaux. La CFDT, je crois qu'il faut que vous le compreniez, est opposée au recul de l'âge légal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Et je pourrais continuer. Et donc, aujourd'hui, on a martelé ce qu'était notre positionnement. La Première ministre a répondu, a écouté. Mais je le dis ici, et je l'ai dit à la Première ministre, si il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Autre annonce attendue, celle de la pension minimale qui pourrait finalement être étendue à tous. C'était une annonce du président Macron qui s'était engagé durant sa campagne pour une pension minimale équivalent à 85% du SMIC, soit 1 200 €. Vous l'avez noté aussi, la première version c'était à 1 100 €. Et quelqu'un a dû dire dans les couloirs de l'Élysée ou de Matignon, 1100 €, c'est sous le seuil de pauvreté en France, puisqu'il est à 1150 €. Donc on va passer à 1 200 €. Mais il faut bien savoir que ces 1 200 €, pour ne pas être trop technique, c'est l'addition du régime général avec les retraites complémentaires. C'est pas le régime général. C'est dans ce contexte de tension sociale que l'annonce de la Première ministre est attendue par les Français. Sans surprise, les syndicats ont annoncé que si le gouvernement ne changeait pas sa position, ils promettent à l'exécutif une mobilisation sans précédent. Donc si on reste sur cette question-là, on a appelé nos militants sur tous les territoires à préparer la mobilisation, donc ils s'y préparent. Du côté du gouvernement, on tente de relativiser, persuadé du bien fondé de cette réforme, même si au sommet de l'État, on s'inquiète surtout de voir des mouvements partir de collectifs spontanés, hors des structures classiques, comme l'a été le mouvement qui a perturbé les fêtes de fin d'année à la SNCF.
Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France et recordman des sélections avec 145 titularisations, a annoncé sa retraite internationale après plus de 14 ans sous le maillot bleu, dont 12 en tant que capitaine. Une annonce sobre et sans fioriture, à l'image de sa carrière, et une annonce qu'il a réservée à nos confrères de TF1. On l'écoute. Après longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. Allez, on termine cette édition avec des images de l'exposition de l'artiste indien Subodh Gupta, figure majeure de l'art contemporain, connu pour ses œuvres spectaculaires et théâtrales à base d'ustensiles de cuisine. L'occasion pour lui d'explorer l'importance des objets du quotidien dans la construction d'une identité individuelle et collective. À noter que cette expo est gratuite et se trouve au Bon Marché à Paris jusqu'au 19 février. C'est la fin de votre édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous et à demain. Au revoir.